Merci beaucoup, Madame Arkaïn. Tout d'abord, je tiens à remercier les laboratoires Blédina de m'avoir confié cette thématique qui paraît simple, mais elle est très compliquée, comme on dit en arabe, sahl al-mumtani'. Donc, l'approche nutritionnelle des troubles fonctionnels gastro-intestinaux chez le nourrisson, surtout chez le tout petit, ils connaissent une fréquence très élevée. D'ailleurs, c'est le motif de consultation qui est fréquent en pédiatrie. Il faut le signaler d'emblée qu'il y a même un retentissement familial majeur, parce que c'est des signes qui sont énervants pour les parents, surtout pour les jeunes parents. Et il y a un risque de surmédicalisation. C'est pourquoi donc il faut en parler pour avoir une conduite bien rationnelle. Pourquoi cette thématique? C'est tout d'abord les objectifs que j'ai fixés pour cette présentation courte. C'est de comprendre un petit peu les mécanismes physiopathologiques et les facteurs étiologiques pour les intégrer dans la prise en charge globale de ces symptômes-là, de ces situations cliniques. Et puis connaître l'épidémiologie et surtout l'impact psychosocial, familial et économique. Et bien sûr, connaître l'approche diagnostique, c'est très important. On a donc actuellement des outils diagnostiques qui sont quand même pour poser un diagnostic certain. Donc, on va le voir dans le cadre de l'approche diagnostique. Il y a un grand problème de diagnostic différentiel qu'il faut savoir mener. Et puis, connaître les principes de prise en charge globale où la prise en charge nutritionnelle occupe une place très importante et il faut l'optimiser au maximum. Ma présentation sera sous trois parties. La première, c'est les aspects généraux des troubles fonctionnels gastro-intestinaux de tout petit, et puis quelques aspects spécifiques des situations les plus fréquentes chez le tout petit. Je parle de nourrissons jusqu'à 12 mois, les régurgitations qui sont très fréquentes, les coliques et la constipation fonctionnelle. Et puis, je vais dire un mot sur la place de la nutrition dans la prise en charge de ces troubles fonctionnels intestinaux, donc de nourrissons. Là, il s'agit de troubles fonctionnels digestifs bénins en l'absence de toute étiologie organique et biochimique. Tout à l'heure, Madame Cléo, je ne sais pas si elle est là, donc elle a parlé des coliques. Il faut faire attention au diagnostic différentiel, certaines maladies lysosomales. C'est pour vous dire que c'est des situations fréquentes, oui, mais il ne faut pas être piégé, ça ne nécessite pas donc des explorations. Si on se base d'ailleurs sur ces critères de Rome qui définissent très bien ces entités. Donc quand on les suit, c'est l'intérêt de ces critères de Rome. Et il faut s'assurer qu'il n'y a pas de lésions organiques, inflammatoires, biochimiques. Et ce sont des symptômes chroniques. Vous avez à droite la liste de ces critères de Rome, donc de ces symptômes chez le nourrisson, les régurgitations, les ruminations, syndrome de rumination, syndrome de vomissement cyclique, les coliques, la diarrhée fonctionnelle, la dyspepsie, etc. Donc, chez le nourrisson, le tout petit et le grand enfant. Bien sûr, on ne va pas traiter tout, mais je vais insister sur les trois situations les plus fréquentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les régurgitations, les coliques et la constipation fonctionnelle chez le nourrisson. Concernant la répartition par âge, donc on a constaté que ces symptômes, ou bien ces situations, donc il y a quand même une répartition particulière en fonction de l'âge. Vous avez ici les régurgitations, surtout donc les premiers mois. Les vomissements cycliques, c'est presque tout le temps. Donc, les coliques, ils ont, comme vous le savez, donc ils ont un début et une fin qui est bien connu. Et puis la dyschésie et la constipation fonctionnelle, quel que soit l'âge. Donc, ça, c'est une répartition à connaître pour pouvoir les évoquer. Et à droite, je vous ai mis un petit peu les critères de Rome, c'est des réunions donc, périodiques, et on attend toujours la dernière de Rome 5 de 2026, parce qu'on essaie de clarifier davantage en se basant sur des expériences, sur des études cliniques, pour pouvoir donner aux cliniciens les outils essentiels pour un très bon diagnostic, puisque ça pose un problème diagnostique, on va le voir. Concernant l'épidémiologie,
Vous avez ici un travail qui essaie de dresser un petit peu la prévalence et l'évolution de ces symptômes chez les tout petits. C'est un travail qui a regroupé plusieurs auteurs et parmi là, il y a notre ami professeur Abkari. Le résumé, c'est que c'est très fréquent, presque un nourrisson sur deux, donc plus de 50%, donc présente un trouble parmi ces troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Il s'agit essentiellement des régurgitations dans 30% des cas. Les coliques, c'est 20% des nourrissons et la constipation, 15% des nourrissons sont touchés par ces symptômes. Comme je l'ai dit, donc, il y a un impact sur la famille, sur la société très important. Donc, le retentissement psychosocial, ça entraîne une anxiété parentale. Leur bébé, il régurgite, ou bien il crie tout le temps, il est gêné parce qu'il a une constipation. Et donc, vraiment, ça génère une anxiété parentale, une fatigue de la maman, essentiellement, qui s'occupe de son bébé. La dépression postpartum et le sentiment d'incompétence. Donc, la maman se dit, ou bien les parents sont incapables, incompétents de gérer ce bébé-là. En plus de ça, il y a un impact médico-économique, des consultations répétées, des examens. On fait des examens à chaque fois, chaque consultation. Et parfois, donc, dans la majorité des cas, c'est des examens inutiles, une automédication. Et donc là, il y a un coût de surmédicalisation. Et c'est une affaire de la famille. Donc à court terme, ça peut générer des difficultés d'alimentation. Peut-être c'est l'arrêt de l'allaitement. Donc on le voit. Donc quand il y a des coliques, ou bien la maman dit que la cause c'est son propre lait. Il y a le stress et la dépression, l'insécurité parentale. Et puis, il y a des difficultés de comportement, de développement chez cet enfant-là à court et à long terme. Et puis, la qualité de vie familiale et à long terme, on va le voir. Donc, c'est vrai que on dit que c'est des troubles bénins et transitoires, mais à long terme, il y a quand même des choses à dire. Les mécanismes physiopathologiques, l'étiologie exacte jusqu'à présent demeure largement inconnue. Donc, c'est vrai qu'on a identifié plusieurs facteurs comme étant associés à ces troubles gastro-intestinaux de nourrissons. Donc, vous avez ici toute la liste. On parle de l'immaturité digestive. Donc, d'ailleurs, on se base sur ça pour expliquer aux parents comme quoi il y a une immaturité digestive qui reste relative. Le retard de la vidange gastrique, les anomalies de la motilité digestive, le microbiote, donc, sur lequel on insiste beaucoup actuellement. Donc, c'est cette notion de dysbiose intestinale, c'est-à-dire le microbiote qui est déséquilibré. Il y a cette notion d'hypersensibilité viscérale. Donc, il y a des bébés qui réagissent à la distension colique plus que les autres. L'augmentation de la sérotonine, l'inflammation, on a même incriminé un degré de l'inflammation, par exemple, dans les coliques de nourrissons, ça a été décrit. Et puis, l'interaction nutrition-environnement et surtout les techniques d'alimentation inappropriées. Et il y a quand même peut-être un degré d'allergie aux protéines de lait de vache. C'est un diagnostic auquel on s'acharne à exclure. L'intolérance au lactose. Et il ne faut pas oublier un facteur d'environnement qui est le tabagisme, surtout le tabagisme maternel. C'est un schéma, donc je vais pas c'est pour vous montrer un petit peu la complexité des mécanismes physiopathologiques de ces troubles digestifs. Bien d'ailleurs, actuellement, on parle de désordre de l'axe cerveau-intestin. Donc, et voilà la liste. C'est pour l'intégrer, c'est pour l'intégrer dans la prise en charge. Il faut connaître qu'il y a plusieurs facteurs qui sont derrière ces symptômes-là. Voilà, donc le DGB, c'est les désordres de gut-brain interaction. C'est vrai, on dit que c'est des troubles qui sont bénins, transitoires, mais on a constaté sur des études un petit peu, sur des cohortes, de suivi de cohortes, quand même qu'il y a un impact à long terme. Donc, cette étude montre que les enfants qui régurgitent fréquemment, c'est-à-dire plus de 90 des jours, sont plus susceptibles de présenter des symptômes de reflux à l'avant. Donc, il y a quand même
un futur à ces symptômes-là. La même chose pour d'autres maladies, donc pour vous dire qu'effectivement, il y a quand même, il faut les prendre en charge, et quand on voit un petit peu les patients à un âge avancé, on se pose des questions sur les antécédents de ces symptômes-là. Quels sont les principes généraux de prise en charge? Donc ça demande une démarche diagnostique très rigoureuse, et on a ces critères de Rome pour poser le diagnostic. On dit qu'il s'agit de régurgitation de nourrisson ou de colique de nourrisson. Et bien sûr, il y a des signes d'alarme auxquels il faut donner beaucoup d'attention. Quand les choses sortent un petit peu des critères de Rome, avec soit c'est des choses qui sont inhabituelles, ou bien il y a des signes associés, donc il faut faire attention au diagnostic. C'est pas une colique simple, c'est pas une régurgitation simple, c'est pas une constipation simple. Et un élément très important dans la prise en charge, c'est, une fois qu'on a fait le bon diagnostic, de rassurer. C'est très important, de rassurer les parents, bien que actuellement c'est un petit peu difficile avec les réseaux sociaux, donc on avait hier la conférence sur ça. Expliquer l'évolution naturelle et dédramatiser. Donc c'est très important, il faut savoir convaincre les parents et les rassurer. Et puis la hiérarchie thérapeutique, il ne faut pas tomber dans la surmédicalisation. Peut-être quelques mesures hygiéno-diététiques peuvent régler le problème, une nutrition adaptée, et les médicaments sont de dernier recours. Quand il y a des signes d'alarme ou des situations un petit peu particulières, ça nécessite quand même une exploration qui est orientée selon la cause suspectée pour évoquer d'autres diagnostics. Comment adapter la prise en charge au profil clinique? Donc, on avait un petit peu la prise en charge. Donc, il faut avoir un diagnostic précis, se basant sur les critères de Rome. Il faut rechercher s'il y a des signes cliniques associés, donc pour un diagnostic bien précis. Et évaluer l'impact sur la vie quotidienne des parents et le contexte psychosocial pour avoir un traitement bien ciblé et personnalisé en fonction de tout ça. Bien sûr, je répète, parce que c'est très important, expliquer aux parents de quoi s'agit-il, sans entrer dans le détail de la physiopathologie, bien sûr, réassurer, expliquer l'objectif de cette prise en charge, c'est-à-dire gérer s'il y a la douleur, et il ne faut pas se contenter de dire que votre enfant n'a rien, c'est fonctionnel. Non, c'est un diagnostic. Donc, il faut soulager le bébé. Voilà. Et revoir, après tout ceci, si les choses ne marchent pas, et les médicaments s'il y a échec. Maintenant, qu'en est-il de quelques aspects spécifiques pour chaque situation? Les régurgitations, comme vous le savez, c'est très fréquent, et quelques particularités concernant leur mécanisme, on a une régurgitation quand il y a des relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est chez les tout petits. Pourquoi? C'est très fréquent parce qu'il y a quand même l'impact de la position postprandiale. Le bébé il est tout le temps donc allongé. La clairance œsophagienne n'est pas encore mature, donc l'alimentation est liquide, la position n'est pas encore la station debout, etc. Et la surcharge gastrique. C'est des éléments, c'est pas pour vous faire un cours de physiologie, c'est juste pour pouvoir rassurer les parents. Et les critères de Rome, qu'est-ce qu'ils disent? Quel est le diagnostic? Quand est-ce qu'on peut retenir le diagnostic de régurgitation du nourrisson? On exige tous les signes suivants chez un nourrisson en bonne santé qui est âgé de 3 semaines à 12 mois, à savoir des régurgitations 2 fois au plus par jour pendant 3 semaines au plus. Donc voilà, donc c'est la chronicité. Et surtout l'absence de signes associés. Il n'y a pas de vomissement. Donc, il faut faire la part entre régurgitation et vomissement. Il n'y a pas d'hématémèse, pas de fausse route, pas d'apnée, pas de retard de croissance, pas de difficulté alimentaire, pas de difficulté de déglutition, pas de posture anormale. Donc, c'est quand même c'est un diagnostic d'élimination pour pouvoir retenir un diagnostic précis et l'annoncer aux parents de telle sorte. Voilà un petit peu l'évolution naturelle de ces régurgitations. C'est surtout les bébés âgés de 2 à 6 mois, et par la suite, ça disparaît avec l'âge.
Un mot pour différencier un petit peu entre régurgitation et reflux gastro-œsophagien. Donc, il y a quand même une zone de chevauchement. Donc, vous avez une couleur rouge et une bleue. Il y a les régurgitations et le reflux gastro-œsophagien. Toutes les régurgitations ne sont pas un reflux gastro-œsophagien. La régurgitation, c'est la remontée continue, donc vers la bouche. Mais le reflux, c'est vrai, c'est la même chose, mais on peut avoir des signes en dehors. Donc, dans le reflux, on peut avoir juste des signes, c'est-à-dire en dehors de régurgitation, de vomissement. Donc, on peut avoir des signes du trouble de sommeil, des signes respiratoires, etc. Et il y a une autre entité, c'est le GERD. Donc, c'est le reflux gastro-œsophagien maladie. Donc, en anglais, les choses sont claires. GERD ou le GERD. La mazal de reflux, donc on parle de reflux simple et de reflux compliqué. Donc, juste pour faire la part des choses. Voilà le mécanisme dont on a parlé. Et puis, il faut distinguer entre, puisqu'on parle de reflux, distinguer entre deux situations. Le reflux physiologique, où il y a également, donc ça fait partie également la régurgitation, et puis le reflux pathologique, le reflux gastro-œsophagien pathologique, quand il y a des signes gênants ou des complications qu'on peut confirmer par des examens paracliniques, par exemple. Il faut écarter certains diagnostics en cas de reflux. Donc, l'allergie aux protéines vaches, des vomissements itératifs, c'est très important. Donc, mener toute une enquête et de voir l'alimentation du bébé. Est-ce que ça coïncide avec l'introduction d'un lait artificiel récent? Et chez les tout petits, une nourrisson de 2, 3, 4 mois, donc écarter une sténose hypertrophique de pylore. Je ne vais pas détailler ces algorithmes, juste pour vous donner un petit peu une idée sur le cheminement de ces algorithmes, c'est par élimination. Donc, il faut toujours chercher s'il y a des signes associés ou des signes d'alerte. Donc, on a toujours oui ou non. Donc, il faut exclure et écarter toutes les possibilités, c'est-à-dire il n'y a pas de signes associés, il n'y a pas de retentissement pour arriver à oui, pour dire qu'il s'agit de régurgitation, donc des mesures simples et puis avec le suivi. Les coliques de nourrisson. Donc, on rappelle tous de la définition classique, celle de Wessel. Donc, c'est la règle de 3. C'est 3 heures. Donc, on parle de coliques de nourrisson quand il y a des coliques pendant 3 heures, donc cumulées, 3 fois par semaine, et pendant 3 semaines. C'est des critères c'était arbitraire, difficile à valider. Et d'ailleurs, entre 3 heures et 2 heures et demie, est-ce qu'on peut retenir ou écarter le diagnostic? C'est une affaire de contexte culturel. Il y a des parents qui peuvent tolérer le cri de leur bébé, les autres non. Et ça demande quand même que les parents doivent avoir un journal de noter chaque fois que le bébé crie, donc la durée. Donc c'est très, très difficile. C'est ancien. Et n'est plus utilisé actuellement. On utilise les critères de Rome pour des fins cliniques. Donc, pour retenir le diagnostic de colique de nourrisson, il faut que tous les éléments suivants doivent être pris en compte. Un nourrisson de moins de 5 mois, les périodes prolongées et récurrentes d'irritabilité, d'agitation ou de pleurs signalées par les parents et qu'on n'arrive pas à apaiser. Donc, les personnes qui s'occupent de ce bébé n'arrivent pas à apaiser, à prévenir ces crises-là. Et l'absence de signes de retard de croissance, de fièvre ou de maladie, c'est-à-dire de signes associés. Je passe sur ça. Donc, ça, c'est pour montrer un petit peu la complexité des mécanismes physiopathologiques. Mais le microbiote, donc, on insiste beaucoup sur le rôle de dysbiose dans ces coliques. D'ailleurs, le constat il est là. Donc, vous avez un microbiote qui est particulier en cas de colique. Vous avez ici le profil, je ne vais pas détailler. Ce qui a poussé à utiliser les microbiotes. Cette étude Cochrane, il dit que bien qu'il y a un impact sur la réduction de durée des cris quand on utilise ces microbiotes, mais il n'y a pas de différence significative à la fin.
Qu'allons-nous soigner en cas de colique? Est-ce que juste le bébé ou bien tout le monde? Le nourrisson, les parents, les deux. La même chose pour ces algorithmes, ce n'est pas pour les détailler, c'est pour vous dire que c'est un algorithme par exclusion. Oui, non, pour retenir. Donc, les coliques de nourrissons ne sont pas accompagnés de signes particuliers, n'ont pas d'impact organique, etc. La constipation fonctionnelle, la définition peut être difficile parce qu'il y a certains critères perturbants. Donc, tout d'abord, le nombre de selles qui varie en fonction de l'âge. Vous avez ici, c'est les jours, et puis les mois et l'année, donc et le nombre de selles. Donc, il dépend de l'âge, le nombre de selles. Et puis, il dépend également de mode alimentaire. Donc, un bébé qui est allaité, ce n'est pas comme un bébé qui est sous une formule infantile artificielle. Et on a des échelles de définition et de montrer ça aux parents pour voir un petit peu l'aspect des selles de leur bébé pour retenir le diagnostic. Il y a l'échelle d'Amsterdam et l'échelle de Bruxelles. Voilà la définition, donc, selon Rome. Donc, c'est pour le nourrisson et le jeune enfant. Donc, c'est 2 selles au moins par semaine. Les antécédents de rétention fécale excessif chez un enfant un petit peu âgé. Chez un enfant d'âge préscolaire, c'est le sointement. Donc, il faut toujours se poser cette question. Voilà, donc, toujours, les algorithmes, c'est ici. Donc, là... le souci de tout pédiatre devant une constipation, surtout quand elle est précoce, c'est de passer à côté d'une maladie d'Hirschsprung. Donc, on a des critères de diagnostic pour ça. J'arrive à la troisième partie, la prise en charge nutritionnelle de ces troubles. Donc, on est entre pédiatres, je ne peux pas dire le contraire. Le lait maternel, c'est la meilleure alimentation. Donc, le lait maternel, ça veut dire qu'un bébé qui est allaité ne peut pas avoir ces situations-là. Donc, il y a des bébés qui sont allaités, ils ont des coliques, ils peuvent avoir avec une constipation, des régurgitations. Le premier message, un bébé qui est sous lait de sein, il ne faut pas changer son alimentation. Ça, c'est primordial. Et puis, de là, donc, on a essayé de tirer des leçons de la composition de lait sur la composition du sel, sur la motilité digestive, etc. Donc, on a compris un petit peu qu'il y a un effet des probiotiques qui est très important, qui améliore la digestion, l'absorption, etc. Et on a essayé de mimer ça. Donc, il y a des études qui ont été faites sur un mélange particulier, ce qu'on appelle les GOS et les FOS, donc les galacto-oligosaccharides, les fructo-oligosaccharides, avec un rapport bien défini, c'est 9/1. Donc, ils ont essayé donc, on va voir quelques études qui on a constaté que ça rejoint un petit peu, il s'approche de lait maternel par rapport à certains critères, à savoir sur la composition, sur la microbiotique, c'est-à-dire le microbiote de bébé, sur l'impact sur la composition et la consistance des selles, donc ce qui améliore un petit peu ces troubles-là. Et puis, il y a d'autres études sur d'autres processus, en particulier de fermentation, l'utilisation de certains laits fermentés. Et vous avez ici quelques résultats de certaines études par rapport à ces symptômes-là. Donc, vous avez ici l'utilisation des laits épaissés, donc régurgitation avant et après, en utilisant soit des formules standards, donc, et puis des formules épaissées, donc c'est à gauche. L'utilisation de ces produits-là, où il y a cette composition des prébiotiques, on a constaté qu'elle stimule la prolifération de l'intestin dans l'intestin des bactéries bénéfiques, donc elle améliore le microbiote, elle inhibe la prolifération des agents pathogènes, et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il stimule l'activité métabolique du microbiote intestinal pour des selles plus molles et plus régulières.
Voilà donc un petit peu le résumé les résultats de certaines études. Et puis, ce papier-là, il a essayé de regrouper plusieurs études pour voir un petit peu l'impact de ces formules-là sur la vidange gastrique, donc en matière de régurgitation, sur la consistance des selles et sur la composition en matière de microbiote. Après ces études, quelle est la position de certaines sociétés savantes? Donc voilà, j'ai pris la société de référence en matière de gastronutrition, donc surtout le comité de la société européenne de gastronutrition. Je ne vais pas la détailler, mais juste pour vous dire un petit peu l'essentiel, donc la conclusion. Ils se sont posés ces questions-là, c'est très important. Les préparations anti-reflux réduisent-elles les régurgitations de nourrissons au cours de ces premiers mois de vie? Quelles sont les preuves de leur efficacité par rapport aux préparations standards? C'est des questions bien précises. Les préparations anticoliques réduisent-elles les coliques de nourrissons? Quelles sont les preuves de leur efficacité par rapport aux préparations standards? Les préparations anti-constipation réduisent-elles la constipation fonctionnelle au cours de ces premiers mois de vie? Quelles sont les preuves de leur efficacité par rapport aux préparations standards? Quelles modifications apportées aux préparations pour nourrissons améliorent les symptômes des troubles fonctionnels gastro-intestinaux? Donc, ils se sont fixés des questions bien précises. Ils ont fait des études, donc des méta-analyses de différentes études en essayant d'analyser de plusieurs types de formules, des formules standards, épicées, hydrolysées, sans lactose, avec des probiotiques, avec des prébiotiques, parfois les deux, les fermentés. Donc, en résumé, donc, tout d'abord, le premier message, un bébé qui est allaité au sein, il ne faut jamais changer. Ça, c'est deuxièmement, donc c'est vrai que les conclusions ne sont pas assez fortes en faveur de préparations spécifiques, mais ils disent qu'il faut les utiliser le cas par cas et les utiliser dans le cadre d'une approche globale et personnalisée. Donc, on peut utiliser telle ou telle préparation pour la régurgitation, pour la constipation, pour les coliques. Donc, voilà. En conclusion, je peux dire que les troubles fonctionnels intestinaux chez le nourrisson sont bénins, ils sont très transitoires, mais ils ont un impact important. Et le diagnostic et les cliniques, il faut bien poser le diagnostic, écarter les diagnostics différentiels, savoir quand est-ce qu'il faut explorer, dans très peu de cas, et comme quoi la nutrition donc, constitue un pilier thérapeutique. Un élément très important, c'est de rassurer les parents avant de prescrire un traitement et bien sûr un suivi régulier de nos bébés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur Hida, pour ce tour d'horizon sur les troubles fonctionnels intestinaux ainsi que l'approche nutritionnelle. Donc, comme vous l'avez très bien dit, parmi les messages qu'il faut retenir, c'est surtout la promotion du lait maternel. C'est le meilleur lait qui est adapté à l'enfant, et aussi rassurer les parents, parce que tout simplement, un médecin qui ne sait pas rassurer les parents, surtout devant cette pathologie qui est prenante et qui perturbe complètement la qualité de vie du nourrisson et de l'enfant, ce sont des parents qui vont tout simplement changer de médecin, et donc on va rentrer dans un cercle complètement vicieux. Merci beaucoup, cher maître. Merci. Donc je passe la parole à mon maître, le professeur Taher. Oui, professeur Hachalifa pour... Merci, monsieur Hida. Parce que tout ce que tu viens de dire paraît peut-être ennuyeux pour le pédiatre. Et tu vois le patient, il revoit le patient, on lui répète la même chose et tout. La demoiselle a résumé ce que tu as dit. Maintenir le lait maternel, ça permet de rassurer les parents. Et puis le médecin, de temps en temps, un sursaut. Les vomissements cycliques. Les vomissements cycliques, oui, mais attention. Ne pas passer à côté d'une anomalie de l'urée, du métabolisme de l'urée, et qui nécessite un traitement.
Donc, je crois que j'ai beaucoup insisté. Oui. Donc, oui, écoutez, rassurez, mais de temps en temps, allez peut-être chercher dans la littérature quelque chose qui vous donne une inspiration. Et ne pas passer à côté d'un diagnostic qui est une maladie qui doit être traitée. Anomalie du cycle de l'urée en matière de vomissement cyclique que les gastroentérologues connaissent bien. Entre autres, il y a d'autres choses. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, j'ai beaucoup insisté sur le diagnostic précis. C'est pourquoi, donc, quand on revient aux critères de Rome, la définition elle est claire. Donc, ça suppose qu'on a écarté tous les autres diagnostics. Donc, et même les syndromes de vomissement cyclique, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut faire tout. Actuellement, peut-être, c'est une plus fonctionnelle. Il y a toujours un substratum énergétique. Professeur Hida, pour... Bonjour. Alors, dans le secteur libéral, on reçoit toujours des mamans qui se plaignent de douleurs, de coliques des nourrissons. Bien sûr, on traite les nourrissons, on donne un traitement médical, on peut changer le lait, mais on a tendance à oublier une chose capitale, c'est ce que mange la maman. Surtout la maman marocaine après l'accouchement. Donc, beaucoup de rfissa, c'est l'eau, les épices, les desserts de 16 ans, les biscuits de commerce, les jus. Et tout ça, ça a un retentissement qui est nocif pour l'enfant. Donc je pense qu'il faut traiter l'enfant, il faut voir son régime, il ne faut jamais oublier le régime de la maman, c'est capital, c'est très intéressant. Oui, c'est une remarque pertinente. On s'est toujours posé cette question, c'est-à-dire l'impact de l'alimentation de la maman qui allait sur. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'études scientifiques donc bien faites. C'est des constatations, c'est vrai, donc on les constate toutes, mais il n'y a pas de preuves scientifiques que ça a un impact sur. Mais tout ce que mange la maman passe chez le bébé. Oui. Mais est-ce qu'il va. C'est le mécanisme, ou bien c'est la cause de ces coliques. Il n'y a pas de. Oui, c'est une constatation, oui. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, c'est pas vrai, mais on n'a pas de preuves jusqu'à présent. D'ailleurs, je ne sais pas, le pédiatre se pose toujours. Professeur Hida, s'il vous plaît, sur le plan épidémiologique, est-ce qu'il y a une fréquence sur l'année, la fréquence des coliques pendant l'année par rapport à des pics? Est-ce que parfois on dit c'est pleine lune, c'est fréquent l'hiver, c'est fréquent l'avril, c'est fréquent... De toute façon, c'est à partir de quelques semaines jusqu'à 4 mois. Non, pas la durée, non, je dirais dans l'année. Sur l'année, donc, à ma connaissance, non. Est-ce que ça coïncide avec l'hiver ou la D'accord. Non. Mustafa, dans une perspective, on va dire, de prise en charge individualisée ou personnalisée, effectivement, des troubles fonctionnels, est-ce qu'on peut imaginer une stratégie nutritionnelle basée plutôt sur le profil microbiotique, on parle beaucoup de métabolome aussi, c'est-à-dire adapter les formules ou proposer des formules riches en HMO, riches en postbiotiques, etc., en fonction peut-être de ce qu'on va trouver dans le microbiote intestinal. Est-ce que tu as trouvé justement des choses qui parlent justement de cette stratégie nutritionnelle individualisée? Tout à fait. Donc, ce que j'ai appelé le cas par cas, donc pour le moment. Mais les sociétés savantes, elles attendent plus de... D'ailleurs, même quand tu lis un petit peu l'article que j'ai proposé, donc on reste sur notre fin. Et vous savez que les sociétés savantes, en particulier les SPGAN, ils demandent au moins 2 études contrôlées, etc. Donc, c'est des études qui sont lourdes. Donc, dans l'avenir proche, peut-être en dehors de l'allaitement maternel, on peut avoir, donc, mais dès maintenant, avoir une approche personnalisée, en fonction des coliques plus. Et j'ai oublié de dire qu'un bébé peut avoir un symptôme, soit colique, soit il peut avoir l'association. Et d'ailleurs, il y a des formules qui proposent un petit peu cette solution d'agir sur les symptômes Kamli. Donc l'approche personnalisée, donc, on est là, mais ça va être plus concrète par la suite. Peut-être une dernière question. Je peux ne pas la poser, c'est pas un problème. Non, c'était juste pour les coliques du nourrisson, il ne faut pas oublier l'aspect psychologique.
Et il y a souvent une composante d'angoisse parentale très importante. Et plus les parents sont angoissés, plus ils sont là autour du bébé, plus le bébé pleure. Et donc, franchement, à côté de l'alimentation, à côté du lait, ben oui, c'est comme la toux, hein, c'est la même chose. Ouais. En fait, il faut vraiment que le médecin puisse déjà rassurer la maman, la tranquilliser et assurer à ce bébé un environnement, on va dire calme, hein, entre guillemets, pour que, c'est vrai, et que ça finit par payer. Je pense, hein, à côté de l'alimentation, il n'y a pas que l'alimentation qui joue. Et juste pour revenir à la remarque du docteur Mchtani, au contraire, maintenant, on recommande aux mamans de manger tout. Au contraire, justement, pour prévenir, pour équilibrer le microbiote, pour le garder le plus diversifié possible et pour prévenir les allergies. Voilà les facteurs psychosociaux. Donc, ils sont là. Donc, c'est bien de préciser. Merci. Ici, docteur Mdagri. Oui, c'est Khalid. Pour les bébés qui sont sous allaitement maternel exclusif, qu'est-ce qu'on peut proposer? Des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire pour les régurgitations, il faut conseiller l'euro. Pour les coliques, il y a des mesures on parle de l'hypnose, on parle des massages, mais on ne change pas le lait. Le portage, oui, oui. Parce que je ne peux pas détailler tout. Et voilà. Et on peut ajouter la même chose pour la constipation. Hein? On peut proposer aussi des probiotiques. Des probiotiques, médicaments, ou bien des préocéans. La dernière question, courte. Alors, voilà. Une petite précision. Merci, professeur Hida, de ce tour d'horizon et de cette situation fréquente dans notre pratique quotidienne. Juste pour les mamans qui allaitent, surtout leur montrer comment bien allaiter, les techniques d'allaitement, quelle est la durée de cet allaitement et surtout pas chaque fois que le bébé pleure lui donner le sein. Donc, je pense que ça favoriserait aussi les régurgitations. Et donc, ces techniques d'allaitement, comment allaiter, quelle est la position de la maman, la position du bébé. Et après l'allaitement, bien sûr, surveiller le bébé, le rôle du bébé et tout ça. Voilà, merci. Merci pour ce commentaire. Voilà, donc on passe Merci, professeur Hida, pour cette session. Alors, on a... Madame... Simstara. 20 minutes. Ça fait la pause café. La pause café. Oui, la pause café. Un petit retard.